Let's go. Salut David, Salut. merci d'être Bienvenue. là avec nous pour parler d'entrepreneuriat et d'entrepreneurs de la région. David, tu es le directeur de Genilem. Tu peux nous dire quelques mots sur Genilem, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Genilem, c'est une association à but non lucratif qui a pour objectif d'aider les entrepreneuses et entrepreneurs à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et on accompagne avant tout des gens qui ont des idées innovantes, avec une vision très large de l'innovation, puisque nous ne soutenons pas que l'innovation technologique, mais l'innovation business model, sociale, de communication, etc. Donc nous, on aide ces entrepreneurs, pas en apportant du financement, mais en apportant du coaching sur le long terme, puisque notre programme, c'est un programme de coaching sur 3 ans. Et c'est quoi les projets typiquement qui sont accompagnés par Genilem? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à typiquement au Robin des Fermes que vous avez reçu Oui, ici tout récemment. tout récemment, absolument. Nous avons de la tech aussi, Bipeds par exemple, qui est un dispositif pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes qui les aide à détecter les obstacles et qui est un ajout apprécié par rapport à la canne ou au chien. Donc ça permet une plus grande autonomisation. Nous avons Milou, par exemple, qui est une marque de vélo genevoise, des fat bikes, qui se présente comme le SUV du vélo électrique, donc plus de sécurité, plus de bien-être en ville par rapport au vélo. Donc c'est vraiment le remplaçant d'une voiture. On a des entreprises qui viennent d'être accompagnées comme OVO qui améliore la logistique du dernier kilomètre en ville grâce à des micro-hubs de stockage, puis une distribution avec des vélos électriques en ville également. Donc on voit qu'on est pas mal sur des projets à impact, puisque c'est pratiquement la majorité des porteuses et porteurs de projets qui viennent nous voir ont des projets pour rendre le monde meilleur, et c'est l'objectif. Alors là, tu as cité pas mal de projets assez remarquables, mais si on peut juste revenir sur Biped, juste que je comprenne la techno, c'est quoi? Ça donne un feedback physique à la personne en fonction d'une proximité avec un obstacle? C'est des haptics ou comment ça se passe? Alors, c'est un harnais avec des caméras. Je ne veux pas trahir leur... Enfin, je ne suis pas D'accord. spécialiste et je ne suis pas Ouais. leur coach, hein, mais c'est des caméras de détection de mouvement, à l'instar de ce qui se passe dans les voitures, Ok. les voitures autonomes. Et il y a un retour sonore. Ah, wow. Sonore. Et en fonction du type de son et de la fréquence, de la rapidité du son, les personnes sont capables de savoir quel type d'objet ils ont croisé, humain, objet fixe, et choses comme ça, et la proximité par rapport à la rapidité des bips. C'est assez impressionnant. Donc un sonar pour être humain, quoi. Exactement. Radar de recul. C'est vraiment ça. Et ils commencent la phase de commercialisation. Génial. Excellent. Et c'est quoi l'aide? C'est quoi la différence que Genilem amène à ces entrepreneurs? On amène un regard externe, c'est-à-dire que la plupart des entreprises qui viennent nous voir, et ça fait partie de nos conditions d'entrée pour être accompagnés, c'est d'avoir déjà fait une vente, mais d'avoir une existence de moins de 3 ans. Donc, on est vraiment dans la phase du début, là où il y a le plus grand risque, il y a le plus de risques d'arrêt de l'activité. Et nous, on va leur permettre à ces personnes qui se lancent d'avoir un regard externe, de lever la tête du guidon et de vraiment d'avoir un sparring partner. C'est un des rôles des coachs, c'est d'être le sparring partner, parce que la plupart du temps, ce sont des solo entrepreneurs ou avec une autre personne, mais vraiment, nous, on permet de faire le lien entre les équipes dirigeantes. Et puis après, c'est du coaching stratégique à 360, c'est-à-dire que nous n'avons pas des coachs spécialisés dans un domaine, nous avons des coachs généralistes qui sont toutes et tous entrepreneurs par ailleurs, ou qui l'ont été, et on va s'occuper d'aider à la vente, administration, croissance, mise en place d'un conseil d'admin ou d'un challenge board. Donc, c'est vraiment être au service de l'entrepreneur pour l'aider à mettre en place des KPIs, des dashboards. Et c'est vraiment, on est là pour l'aider pendant 3 ans sur tous les aspects.
Et pourquoi ce critère d'une vente réalisée pour pouvoir bénéficier du coaching du Genilem? Alors, Genilem n'est pas un incubateur d'idées, c'est-à-dire que ça, il y a d'autres acteurs qui font cette partie et on dit que nous, on n'accompagne pas de l'idée au projet, mais du projet à l'entreprise. Parce que de l'idée au projet, c'est souvent des gens qui le font à côté ou en hobby. Et puis, le risque, il devient plus important à partir du moment où il y a la création d'une entité, où on passe vraiment sur l'engagement de quelqu'un. Et quand on est là, les risques augmentent et nous, on est vraiment pour développer le projet, pour aider à la croissance, à la structuration. Ok. Alors, on voit des gens, pour vous donner une idée, on a un pipeline, on voit à peu près 500 personnes par année en diagnostic de projet, 500 projets? 500 projets par année Waouh. sur Vaud et Genève. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a cette spécificité d'être à la fois vaudois et à la fois genevois, ce qui est assez remarquable de faire travailler ces deux cantons ensemble. Tout va bien, mais c'est Il y a des vraiment, challenges. dès l'origine, c'était bicantonal. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Et sur les deux cantons, on voit 500 personnes et on accompagne une quinzaine de nouveaux projets par année. Donc le pipeline est assez serré. En même temps, enfin l'entonnoir est assez serré. En même temps, toutes les personnes qui viennent nous voir pour ce premier diagnostic, qu'on appelle, ces 500 personnes, certaines sont juste là en réflexion, en validation d'idées, en qu'est-ce que je dois faire maintenant. Et du coup, ce n'est pas des gens forcément qui cherchent l'accompagnement ou qui sont suffisamment matures pour bénéficier de cet accompagnement. Vous en avez beaucoup qui viennent, qui sont rejetés une première fois, puis qui reviennent peut-être en étant avec un projet plus mûr. Ça arrive? Le comité de sélection de projet, on n'y passe qu'une fois. Soit on bénéficie des 3 ans d'accompagnement, soit pas. Donc les gens reviennent pas. Par contre, entre le diagnostic et le comité de sélection, les coachs vont voir les porteuses et porteurs de projets un certain nombre de fois. Ça peut être 3, 4 séances, comme ça peut être pendant 1 année et demie pour aider à maturer le projet. Donc D'accord. oui, là, les gens peuvent revenir. C'est pas ce rendez-vous de diagnostic, c'est pas un concours. C'est vraiment, on est là pour aider. Et si on voit que le projet avance bien, que les étapes sont faites, on va l'accompagner jusqu'au comité de sélection avant d'obtenir cet accompagnement de 3 ans. Donc on est vraiment là pour un maximum de projets et c'est important de noter qu'en tant qu'association à but non lucratif, nos services sont offerts. On est financé par divers acteurs et ça nous permet d'offrir l'entier de nos services. Et alors, ça, c'est une question que je voulais poser. C'est quoi le but? Alors, c'est un accompagnement, je pense, qui est très apprécié par tous les entrepreneurs que vous accompagnez. C'est quoi le but de Genilem? Pourquoi est-ce que ça existe dans la société? Pourquoi est-ce que vos partenaires vous soutiennent? Genilem a été créé en 1995, notamment par Armand Lombard, des bons lombardiers, mais lui, il avait une autre approche, peut-être un peu moins bancaire. Et ça a été créé en 1995 quand on avait une des premières crises économiques genevoises, avec un PIB qui diminuait. Et l'objectif, c'était d'augmenter le taux de succès des entreprises qui se lancent, puisque les statistiques montraient que c'était dans les 3 à 5 premières années qu'on avait le taux d'échec le plus important. Et l'objectif, c'était de faire baisser ce taux d'échec. Or, on voyait aussi que les entrepreneurs qui se lançaient n'avaient pas les moyens de faire appel à des coachs parce qu'on est tout au début, on a des frais divers et variés et on n'a pas d'argent à mettre dans du coaching. Donc, ceux qui en ont le plus besoin ne pouvaient pas en bénéficier. Et toute l'idée de Genilem a été de donner ça et de rendre ça accessible. Et du coup, les partenaires, on a les États de Vaud et de Genève, à peu près un tiers de notre financement. On a des mandats de coaching pour des entreprises ou des institutions et on a un tiers de parrains, des entreprises qui versent leurs cotisations à Genilem, qui nous permettent d'offrir la gratuité. Et eux, ce qu'ils en retirent, c'est un soutien à l'économie locale, parce que nous, notre but, c'est de recréer un tissu et de continuer à créer ce tissu de PME viable, innovante de la Suisse romande. Et puis, ils découvrent des talents, ils participent à nos événements, donc ils voient ce qui se passe dans la scène entrepreneuriale, et ça, c'est très précieux pour les parrains. Les parrains, on a des grandes entreprises comme Procter & Gamble, Vaudoise, Mobilière, on a des institutions comme les chambres de commerce, l'affaire, le centre patronal, et puis on a des plus petites entreprises aussi,
Donc, on a vraiment, que ça soit Déclic Marketing, que ça soit Bernet Associés. Donc, on a toute une large de PME et de grandes entreprises. Et pour finir, ce qu'on apprécie particulièrement, ce sont les alumni. Donc, c'est-à-dire qu'on a des anciennes entreprises accompagnées qui nous soutiennent aussi. Est-ce que je peux te demander de rapprocher le micro un tout petit peu, s'il te plaît? Merci. Bien sûr. Ouais. Et toi, ça fait assez longtemps que tu es chez Genilem. Absolument. Ça fait combien de temps? C'est 12 ans. 12 ans. J'ai 12 été ans. coach pendant 7 ans et demi et j'ai repris la direction il y a un peu plus de 4 ans et demi. Est-ce que tu peux nous dire un peu sur ton parcours? Comment est-ce que toi, tu es arrivé dans ce domaine-là? Oui, j'ai un passé d'études. J'ai fait des études commerciales. J'ai fait HEC Lausanne. Ensuite, j'ai eu le choix. Soit je rejoignais un des Big Five. C'était les Big Five d'audit. C'était Arthur Andersen. Soit je montais ma boîte. Arthur Andersen n'existe plus. J'ai monté ma boîte. Je trouve que j'ai fait ce choix parce qu'en sortant des études, monter une boîte, c'est peut-être moins risqué que plus tard. Moins risqué parce qu'on peut se permettre de manger des pâtes en colocation et puis on a des frais fixes qui sont largement moins élevés. Et du coup, avec un associé, on a monté une société d'advert gaming, donc de création de jeux vidéo sur mesure pour des sociétés en Suisse. Et ensuite, on a été racheté et intégré dans une agence de communication, une agence de la place qui s'appelle Trio à Lausanne, où j'ai repris le département Nouveaux Médias et j'ai apporté cet aspect Nouveaux Médias. C'était une agence ancienne, un peu plus traditionnelle, qui a pris ce virage-là. Et après plusieurs années en agence de communication, j'ai fait un peu de consulting indépendant et en allant proposer mes services chez Genilem, on m'a dit il y a un poste de coach potentiel. J'ai postulé. Et puis depuis, j'ai pas quitté Genilem parce que c'est une activité qui est tellement riche. On rencontre des gens tellement énergisants qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et puis, ce que j'apprécie particulièrement aussi, c'est qu'on est toujours confronté à des gens qui ont d'autres méthodes. On doit se mettre à jour continuellement sur les méthodes, sur les façons de faire des études de marché, de nouvelles façons. Quand je suis rentré, le Lean Startup débutait à peine. Maintenant, c'est normal de monter une boîte en faisant du prototypage bon marché, etc. Et du coup, les choses changent tellement vite qu'on n'a jamais le temps de s'ennuyer, puis on a l'impression d'être utile. Tu m'avais recommandé The Lean Startup il y a longtemps, à l'époque. C'est un bouquin que j'avais adoré et qu'ensuite je recommande maintenant à tout le monde qui me demande des conseils dans ce domaine-là. Ouais. Et c'est quoi du coup, sur ces 12 années, c'est quoi les tendances que tu as vues? Qu'est-ce qui a changé? Comment est-ce que ça évolue? Toujours tricky comme question parce que on prend rarement le temps de se retourner sur ces tendances. Ce qu'on voit, moi ce que je vois, et puis j'ai pu parler à des collègues qui étaient là avant aussi, et en discutant avec eux, on voit qu'il y a une chose qui est forte, c'est qu'on constitue des sociétés différemment. Le Lean Startup, le business model, le Value Proposition Canva de Osterwalder et Pigneur, qui sont des outils, pas forcément que pour les startups, mais qui sont utilisés dans les startups. Ça a vraiment permis d'aller beaucoup plus vite sur le marché et de diminuer grandement les risques pris à la création d'entreprise. Pour moi, ça c'est une chose qu'on a pu voir. Moi, j'ai monté ma boîte en 2000. On était 6 mois après l'explosion de la bulle Internet. C'était magnifique comme timing. Et puis, on voit déjà que le monde, c'était de lever de l'argent sur la base d'un business plan ou d'une idée. Et ce monde-là, il a complètement changé. Maintenant, les entreprises qui lèvent de l'argent, c'est sur la base de clients. Et donc, pour avoir des clients, il faut avoir des prototypes qui sont montrables. Et pour avoir des prototypes montrables, il faut avoir une méthode pour le faire avec des moyens limités, puisqu'on ne peut pas lever de l'argent sans avoir déjà des clients. Et ça a fondamentalement changé la création d'entreprise. C'est-à-dire que, et c'est aussi pour ça qu'on change un tout petit peu notre coaching, où on commence à prendre des projets qui sont un peu plus en amont aussi, parce que c'est là qu'il y a le plus de besoins, et c'est là que se définit quasiment le succès de l'entreprise après. C'est cette capacité à revoir son business model, à pivoter. Et pour moi, la tendance d'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. Et puis aussi, une autre chose très importante, c'est que
Quand j'ai quitté HEC, j'ai pas eu un cours d'entrepreneuriat. Ça n'existait pas en 2000. Dans ton cursus. Dans mon cursus, il n'y avait pas. Maintenant, toutes les écoles de commerce d'ingénieurs intègrent l'entrepreneuriat dans le cursus. C'est plutôt des bonnes nouvelles. Et puis, ça montre que c'est vivant. Et puis, on le voit, hein, la place romande est comparable à des places mondialement reconnues pour ce qui est dynamique entrepreneuriale. Vas-y. J'avais entendu une fois Paul Graham, tu vois, Paul Graham, quelqu'un lui avait posé une question du genre, c'était un étudiant qui lui demandait quelle était la valeur des études de business. Et puis il lui a répondu en gros, alors lui il est assez catégorique, mais on lui a dit en gros, il n'y en a aucune, il faut que tu saches développer un produit, et puis si tu sais développer un produit qui est intéressant, ensuite tu vas pouvoir apprendre... Le reste. Ouais, ou engager quelqu'un pour faire le reste, mais donc il faut se focuser sur la tech purement. Qu'est-ce que tu réponds à ça? De l'utilité des études commerciales. Pour être entrepreneur, il faut beaucoup de bon sens. Il faut savoir écouter son marché. Pour moi, ça, c'est la principale capacité entrepreneuriale, c'est savoir écouter le besoin de son marché. Et c'est pas de développer en tant que tel. Parce que le problème, c'est qu'on est un pays d'ingénieurs. C'est magnifique d'être un pays d'ingénieurs, on fait des produits qui sont parfaits, mais on a ce réflexe de ne pas sortir un produit avant qu'il soit parfait. Et avant d'être sûr que tout va bien aller. Okay, il y a un adage, on dit que, en tout cas on attribue au fondateur de LinkedIn la citation si vous n'avez pas honte de votre premier produit quand il sort, c'est que vous l'avez sorti trop tard. Donc c'est vraiment c'est intéressant de voir qu'en tant que pays d'ingénieurs, on a peut-être ce réflexe de ne pas oser sortir les choses. Et pour moi, l'entrepreneur, c'est celui qui est capable de sortir un produit rapidement, qui répond à un premier besoin, de valoriser ça et surtout d'écouter le besoin. Et de ne pas être amoureux de son idée, mais bien d'entendre un besoin dans le marché pour en faire un produit intéressant. Et pour ça, il peut s'allier à des personnes qui sont capables de le faire. Mais les études, pour moi, quelles que soient les études, ça permet quand même de savoir réfléchir, de savoir écouter. Donc ça reste utile en tant que tel. Maintenant, ce n'est pas ça qui va définir le succès d'une entreprise. Tu as parlé des qualités principales de l'entrepreneur, notamment la capacité d'être à l'écoute de son marché, pouvoir pivoter, etc. C'est quoi un défaut que tu rencontres des fois chez certaines personnes que tu coaches? Oui, tout le monde Et on veut des noms. Non, mais j'entends par là un des défauts principaux qui font obstacle, justement, qui se mettent un peu en travers de la réussite ou du développement d'un projet. Ne pas être capable de se remettre en question. Ça, c'est compliqué pour un entrepreneur. De ne pas voir quand les choses ne vont pas aller. Puis c'est ça la grande difficulté quand on entreprend, c'est de faire la différence entre insister, persévérer et aller trop loin. C'est bien d'insister, parce que des fois, il faut pousser un peu, il faut éduquer certaines fois ses clients, et puis on ne peut pas s'arrêter à la première difficulté, parce qu'à ce moment, on ne monte pas d'entreprise, hein, jamais. Donc il faut avoir cette capacité à insister un peu, mais de persévérer dans l'erreur, il ne faut pas. Et ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne voient pas la différence. En tant que coach, c'est très difficile à détecter aussi, hein, mais d'avoir cette capacité de recul, de dire « Ah, là, peut-être qu'il faudrait quand même que je pivote un peu ». En fait, de trop tomber amoureux de son idée, ça, c'est problématique. C'est vrai. Là, tu parles d'une tension entre la conviction de l'entrepreneur et la nécessité de savoir lâcher prise et pivoter, etc. Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est pas finalement qu'à posteriori qu'on sait si le curseur a été placé au bon endroit? Parce que tu disais toi-même, tu as des difficultés parfois à détecter si y a trop de conviction du côté de l'entrepreneur, de la personne coachée. Est-ce que c'est pas qu'a priori, oui, comme les historiens ou les politiciens qui arrivent toujours à expliquer, ou les économistes hein, qui arrivent toujours à expliquer a posteriori pourquoi ça s'est passé comme ça, mais qui n'arrivent pas à anticiper? Non, je pense que... Mais de nouveau,
l'entrepreneur doit être capable de se remettre en question continuellement et de savoir écouter ses signaux. Et puis, quand on a beaucoup de signaux faibles, on peut considérer qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Mais ça reste aussi une affaire de tripes, ça reste une affaire de conviction. Le curseur, des fois, il doit être un peu plus là, des fois là. Non, c'est tout un art qui est pas évident. C'est un travail d'équilibriste d'être entrepreneur, assez constamment. Mais on voit que ceux qui s'en sortent bien, c'est quand même ceux qui voient un peu plus loin, qui voient où ils veulent aller. Il y a une vision, il y a une mission, il y a un impact qu'ils veulent avoir. Et puis du coup, ils sont capables pour aller là, de dire, en fait, je pensais aller comme ça. Et non, ça sera peut-être comme ça, ça sera peut-être comme ça, voire un peu comme ça. Mais au final, le but, c'est là. Et de cette capacité à voir qu'il y a plusieurs chemins vers une destination, je pense que c'est un bon avantage quand on est entrepreneur. Sans sacrifier la vision, alors. Sans sacrifier la vision, absolument. Et c'est quoi Comme tu dis, c'est un travail d'équilibriste, il faut avoir plein de compétences. Qu'est-ce que vous pouvez développer? Sur quoi est-ce qu'un entrepreneur peut s'améliorer? Et est-ce qu'il y a des points sur lesquels, genre, si on l'a pas à la base, c'est foutu? On peut aider clairement de nouveau à permettre à la personne de lever la tête du guidon, déjà ça. De prendre du temps pour se rendre compte du chemin parcouru. On voit les entrepreneurs tous les mois. Donc ça permet de dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu voulais être? D'aider à mettre des indicateurs en place. Ça aussi, on le fait de plus en plus. Ce n'est pas forcément ce qu'on faisait avant, mais on est en train de développer ça parce que c'est important. Parce que sans indicateur, on ne sait pas où on va. Donc, pour nous, c'est important. Maintenant, on va beaucoup les aider à choisir les bons candidats et candidates quand on recrute. Le recrutement, c'est clé. Et un mauvais recrutement dans une start-up, potentiellement, ça peut couler la boîte. Donc, on n'est pas des recruteurs. Par contre, on va de nouveau les aider à avoir des méthodologies pour recruter les bonnes personnes et de se poser les bonnes questions au moment du recrutement aussi. Et puis, on agit très souvent dans la gestion de partage des tâches entre les associés. Ou de piquant en disant, vous êtes 2 associés à 50-50, comment ça se passe si ça ne se passe pas bien? Qui décide et ça, c'est aussi un travail externe qui est assez intéressant, notamment en posant des questions sur la séparation des tâches, les salaires futurs, bien en amont, ce qui permet souvent de désamorcer des crises potentielles. Au sujet du recrutement, c'est quoi les erreurs typiques que font les entrepreneurs? C'est simplement pas savoir recruter. Je ne suis pas Juste un spécialiste savoir. RH, c'est-à-dire de penser qu'ils ont besoin de ça et que peut-être ils ont besoin de ça. C'est tout bête, hein, mais de faire des... Alors ça se fait de moins en moins, mais des entretiens de recrutement en face à face, alors que le mieux, c'est peut-être de marcher, de faire, d'intégrer la personne dans l'équipe 3 jours pour sentir comment elle est avec les équipes. Parce qu'au final, quand on recrute quelqu'un, il y a autant le savoir-faire que le savoir-être. Et puis, des fois, en tant que start-upper, on se focalise sur « j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce savoir-faire ». Si cette personne elle n'est pas forcément adéquate, c'est pas grave. Alors que dans une petite équipe, c'est extrêmement important. Donc c'est vraiment de nouveau de tenter de poser les bonnes questions. Okay. Tu avais mentionné brièvement avant les projets à impact. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez en particulier ou est-ce que c'est quelque chose qui spontanément se développe plus maintenant? Les deux. Ça se développe plus. L'entrepreneuriat, c'est une bonne nouvelle hein, parce qu'on en a besoin, mais l'entrepreneuriat actuellement, la majeure partie, je n'ai pas les statistiques comme ça en tête, mais on a vraiment, je dirais, une majorité de projets qui cherchent à avoir un impact positif et qui cherchent à résoudre un problème pour améliorer l'efficience, pour améliorer des économies, pour changer des choses et qui a un impact direct ou indirect positif. Et pour nous aussi, c'est important de se positionner dans ce domaine-là, parce que pour nous, la vision d'accompagner des projets à impact, ça doit être accompagné comme des projets économiques standards. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la différence entre un projet à impact et un projet qui le serait moins. On a de tout temps chez Genilem accompagné
des projets qui sont aussi des projets à impact. On a accompagné Summit Foundation, par exemple, Compétences bénévoles, qui sont des fondations. On a accompagné des associations aussi. Et pour nous, on les fait rentrer dans le circuit économique standard. Parce que pour nous, pour avoir du succès, qu'on soit une entreprise à impact ou pas, on doit avoir un client, on doit apporter de la valeur, on doit avoir un mode de financement qui est sain. Et ça, on vit dans un monde capitaliste, et du coup, on doit rentrer dans ce monde même si on veut le changer. Donc, pour nous, c'est important de dire, quel que soit votre projet, vous pouvez être accompagné. Et on a cette chance de ne pas forcément chercher à accompagner des licornes. Très bien s'il y a quelques licornes. Mais on va vraiment chercher à créer les PME de demain. Donc même, un des critères, c'est la création d'emplois chez nous pour être accompagné. Donc on ne peut pas accompagner quelqu'un qui veut juste rester seul. Statutairement, on ne peut pas. Par contre, quelqu'un qui veut créer 1, 2, 3 emplois, c'est déjà magnifique. C'est déjà mieux que 0. Si on en crée 100, c'est encore mieux. Mais c'est vraiment ça. Oui, on va dans cette direction parce que le marché le demande aussi. Du coup, par rapport à ces questions environnementales de durabilité, est-ce que pour toi, la durabilité, est-ce que ce n'est pas finalement une condition du profit à long terme pour l'entreprise ? Oui. Ouais. Pour nous, on parle de durabilité économique, de durabilité environnementale. Absolument, le point c'est la maintenant prise en compte le marché. d'un maximum de facteurs finalement qui touchent la collectivité. Une entreprise ne peut plus avoir du succès si elle n'est pas durable. Ça devient plus possible. Et puis durable et responsable dans tous les domaines. Pour garder ses talents, il y a une guerre des talents. Il faut bien les traiter. Puis les clients, ils demandent des choses qui font du sens. On peut plus, il y a une telle pression sociale, sociétale. On peut plus se permettre de faire des choses mal. Donc, non, c'est un critère important. Il n'y a pas un risque que... Parce que je vois ce que tu veux dire, mais au final, ce qui est le plus facile à mesurer, c'est le revenu. Enfin, c'est le revenu et le profit. Comment on fait pour day-to-day comptabiliser aussi ces autres facteurs et s'assurer qu'on tient compte de tout? Eh ben, on le fait pas. C'est un peu le problème. Non, mais c'est un peu le problème. Il y a sur la table là, on a fait un dossier sur l'innovation silencieuse. Donc, on se positionne dans cette innovation non-tech qui n'est pas forcément valorisée par les médias. C'est toutes les innovations. Quand on voit le tissu des PME locales, c'est assez impressionnant de voir le nombre d'entreprises qui sont leaders dans un domaine qu'on ne connaît pas du tout. Parce qu'il y a des micro-innovations partout, dans toute la Suisse romande, dans toute la Suisse. C'est ce qui fait la force du tissu des PME. Donc, on a fait un dossier là-dessus. Et le prochain dossier, c'est justement sur les éléments responsables. C'est comment se positionner. Et en parlant de ça et en ayant ça sous les yeux, j'ai perdu le fil de la question, j'en suis navré. Ma question, c'était comment... comment mesurer. Ouais, exactement. Et dans le dossier, voilà, pardon. Et dans le dossier qu'on est en train et qu'on va sortir début d'année, il y a cette discussion sur la comptabilité verte, la comptabilité sociale. Parce qu'on est dans un monde où le profit, c'est facile à mesurer. La comptabilité, c'est mondial. Il y a des normes comptables qui sont mondialement reconnues. Et un entrepreneur, jusque-là, il savait qu'il faisait juste s'il faisait du bénéfice. Point final. C'est hyper facile. Maintenant, pour savoir si on fait juste, c'est beaucoup plus complexe. Parce que est-ce qu'on fait juste par rapport aux employés? Est-ce qu'on fait juste par rapport à notre produit, à l'impact du produit, à son utilisation, à nos fournisseurs, à nos actionnaires? C'est beaucoup plus incertain. Et on est dans un monde d'incertitude. Et pour les patronnes de PME, ça devient compliqué. Pour les start-upers aussi. C'est de dire comment on navigue entre toutes ces forces. Comment on fait juste? Comment on fait juste? Faire juste financièrement, c'est assez... facile à mesurer. Comment on fait juste? C'est une vraie problématique et la conclusion du dossier qu'on a, c'est on n'est pas capable encore de savoir exactement si on fait juste. C'est en train de se mettre en place. Par contre, ce qui est important, c'est de se mettre en mouvement et d'essayer de faire juste. C'est déjà ce qui compte. C'est un minimum, mais de dire je veux faire au maximum juste dans tous ces domaines, et voilà ce que j'enclenche. C'est peut-être pas complètement juste. Il y a peut-être un effet un peu inverse dans un autre domaine, mais il est plus important que l'effet inverse.
on va de l'avant. Mais c'est en train de se mettre en place. Il y a des comptabilités de CO2 qui vont être obligatoires dans des normes IFRS, sauf erreur. Donc c'est en train de se mettre en place. Mais ça va prendre du temps et d'ici là, il faut juste se mettre en mouvement. C'est intéressant parce que finalement, toutes les externalités négatives autour de l'activité économique, on peut quelque part les chiffrer. On peut chiffrer un coût environnemental, on peut chiffrer peut-être, je sais pas, un impact sanitaire sur la population de tel ou tel facteur ou élément. C'est tellement large, mais qu'on n'arrive pas encore à faire le lien finalement entre ces coûts-là et l'activité économique. Il y a un disconnect en fait, alors que on peut quantifier quelque part. Alors, on peut quantifier, mais la difficulté, c'est que la plupart de ces coûts-là n'influent pas le bénéfice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'influence. Vous pouvez consommer, vous pouvez rejeter tout le CO2 que vous voulez dans l'atmosphère. C'est quasi gratuit. Il y a la bourse du CO2, mais c'est quasi gratuit. Donc en fait, les externalités négatives, pour parler un peu économie, les externalités négatives d'une activité économique, elles sont quasiment pas comptées. Et c'est toute la problématique. Et pour les intégrer, c'est beaucoup d'études. Et dans le dossier qui va sortir, on remarque, il y a des gens qui cherchent à faire ça, mais ils s'arrêtent où ? Ils ne savent pas où s'arrêter. C'est leur fournisseur, donc l'impact du fournisseur, l'utilisation, comment la personne va l'utiliser. C'est long, ça coûte cher. Donc c'est vraiment, c'est en train de se mettre en place et il n'y a pas de consensus. C'est pour ça qu'il faut faire au mieux. C'est ça qui est important. Parce que parfois, ça décourage certains acteurs économiques, finalement, dans leur démarche pour aller vers plus de responsabilité, plus d'écologie, de conscience environnementale. Est-ce qu'ils sont parfois découragés ou frustrés, peut-être par la réaction du public vis-à-vis des démarches entreprises ? Oui, je pense que ça a un effet de dire oh, c'est tellement complexe, est-ce que ça vaut le coup ? En même temps, il y a cette prise de conscience et peu importe, les gens commencent à se dire non, on va le faire. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai lu un article dernièrement qui dit qu'il y a de moins en moins de multinationales qui parlent de ce qu'ils font pour améliorer le climat ou pour réduire leur impact négatif. Parce qu'ils ont peur d'être accusés de greenwashing et parce qu'ils considèrent que maintenant c'est normal de le faire. Donc c'est intéressant. Il y a une pression sociale anti-greenwashing qui fait que, en fait, maintenant les gens ils font sans en parler. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que c'est intégré dans une démarche standard. Mais oui, certains sont un peu désespérés. Puis c'est aussi là notre rôle de dire non, mais fais quand même. Fais. Même si tu ne peux pas en parler, même si ce n'est pas un avantage immédiat, c'est important de le faire. Parce qu'à long terme, de faire les choses bien, ça paye. J'ai une impression, et tu me diras si j'ai tort, mais j'ai une impression que le focus sur le profit, c'est quelque chose d'assez neuf finalement, et qu'avant, les entreprises naturellement cherchaient à bien faire et ne faisaient pas des choses qui pourraient maximiser leur profit, même si c'était négatif. Est-ce que c'est le cas ? C'est très intéressant parce que c'est une des choses qui ressort d'un des articles du dossier qui dit à peu près les PME familiales, elles ont toujours eu l'objectif de faire les choses bien pour tout le monde, notamment les employés, parce qu'ils ont une vision à long terme et que eux, faire un peu de perte, c'est pas grave. Parce que nous, on parle d'un patrimoine sur 3, 4, 5 générations. Et du coup, oui, je pense qu'on était plus en vision à long terme. Et pour avoir une vision à long terme, il faut respecter son environnement, il faut respecter son voisinage, ses employés, ses clients. Et c'est plus, je dirais, le profit à court terme et puis le capitalisme au sens boursicoteur qui a peut-être amener à des choses qui ne vont pas dans la bonne direction. Mais les PME familiales qu'on interroge disent, mais en fait, on se rend compte qu'on fait du développement durable depuis toujours. C'est dans l'ADN de l'entreprise parce que c'est nécessaire pour avoir un succès à long terme. Dans le cas de ces PME familiales, est-ce qu'il n'y a pas aussi le facteur, alors je ne connais pas le terme en français, mais je dirais l'accountability, le fait finalement d'être une personne connue au sein de la communauté et de se sentir lié finalement à son bien-être et engagé là-dedans, et responsable. Oui.
Mais c'est une question de réputation. Voilà. Et puis, une entreprise familiale qui aurait une mauvaise réputation, qui traite mal ses employés, ben, elle ne va pas continuer. Il y a une incidence sociale, en fait, oui. finalement. Ah ouais. Bah, Non, mais finalement- il y a une obligation de faire bien par intérêt de tous les acteurs. Mais c'est une manière d'internaliser les externalités. Oui. Tu te fais shamer Ouais. par ton voisinage si tu... Si Ouais. tu fais n'importe Ah oui. quoi. Voilà. Ouais, absolument. Mm. Mais on a vu, hier j'étais à la remise du prix SVC, c'est le Swiss Venture Club, qui remet un prix à une PME d'exception, tous les 2 ans. Puis là, il y avait 6 PME qui étaient présentées, pratiquement toutes inconnues du grand public. C'est toutes des perles et c'est toutes des entreprises où quand le jury de 17 personnes passe 2 heures à l'intérieur de chacune de ces entreprises, ils avaient l'impression d'être en famille. Mm. Et je ne parle pas de l'aspect patriarcal, un peu old school, mais vraiment avec des employés qui sont là parce qu'ils ont du plaisir à être là et qui sont conscients qu'il faut faire les choses bien pour tenir de nouveau les employés, le voisinage, les clients. Et c'est assez naturel. Donc on reviendrait vers ce bon sens économique. Mhm. Mais du coup, qu'est-ce qui est... tu disais PME familiale, c'est quoi l'élément qui est critique? C'est la taille de l'entreprise? C'est le fait que ce soit familial? C'est le fait que ce soit une entreprise qui a une activité locale? Ou... Par rapport à Twitter, c'est quoi la différence critique qui fait que ces entreprises font ça comme ça? Quand on parle de PME familiale, mais on peut dire PME familiale ou PME, hein, l'important c'est, je pense, un refus de ne voir que le court terme. C'est de ne pas avoir des comptes à rendre tous les trimestres. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que là, il y en a un sur scène hier qui disait, moi, chaque fois qu'il y a une crise, j'investis. C'est un espèce de réflexe comme ça. Je construis une nouvelle unité. Dès que ça va plus mal, j'investis. C'est impossible de le faire dans certaines grandes entreprises parce qu'il y a la hiérarchie, il y a le système de bonus qui juge souvent sur des critères économiques. Alors que quand vous avez un propriétaire ou un petit nombre de propriétaires qui connaissent l'entreprise, qui travaillent peut-être, eh ben, il y a vraiment une vision à plus long terme. On dit, 2 ans, ça sera plus compliqué, mais c'est pour consolider la suite. Et vraiment, j'ai cette impression que c'est quand on est vraiment en très court terme qu'on peut commencer à avoir des gros soucis. Mais c'est possible de le faire à l'échelle d'une grande entreprise, tu penses? Une petite PME qui devient grande, oui, j'imagine que c'est possible. Oui. Enfin, en tout cas, le oui. fait de ne pas avoir ce focus à court terme tout en étant dans une grande entreprise. Une grande entreprise cotée en bourse, je ne sais pas. Mm. Ouais, alors, je ne suis pas spécialiste, hein. Nous on est sur la création d'entreprise normalement. C'est une bonne question, mais de nouveau, regardons la banque Pictet, qui est un de nos parrains. C'est une banque qui appartient, qui est encore une banque familiale, qui n'est pas cotée, qui a, je ne veux pas dire de bêtises, mais il doit avoir 3500, 3800 employés. C'est une énorme entreprise qui reste sur une notion de conserver le patrimoine à long terme et qui ne sont pas dépendants de publication de résultats. Donc, ils peuvent se permettre de faire des choses que d'autres ne feraient pas. Donc, est-ce qu'on parle encore d'entreprise familiale à ce stade-là? Je ne suis pas certain. Maintenant, il y a sûrement des grandes entreprises cotées qui font les choses très bien et qui ont une vision à long terme. Mais c'est plus compliqué quand les investisseurs, eux, ils veulent du rendement, ils veulent du dividende et de la valorisation. Mhm. Mais c'est marrant, ça, dans les banques, la première banque qui s'est listée, c'était, je crois, Solomon, c'était dans les années 80, et à l'époque, c'était quelque chose, c'était mal vu. Et maintenant, c'est normal. Mais... Oui, maintenant, c'est normal. Ça dépend un peu quel type de banque. Mais oui, parce qu'une banque, normalement, elle devrait faire travailler le patrimoine de ses clients à long terme. Mm. Et tu parlais de cette personne qui investit quand c'est les crises. Maintenant, c'est un sujet, on en parle, de récession, d'inflation, etc. C'est un bon moment pour démarrer une entreprise. C'est toujours un bon moment. Non, blague mise à part, on voit qu'il y a une légère diminution des
des demandes de diagnostic. Depuis quelques mois, ça se voit un peu dans l'écosystème actuellement. Et on attribue ça à une série de crises potentielles et d'incertitudes. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est déjà une incertitude. Quand on rajoute à ça l'inflation potentielle, une crise économique potentielle, le coût de l'énergie, peut-être que ça fait un peu trop. Il y en a encore plein qui se lancent. Et puis ça va bien. Mais en général, oui, se lancer quand c'est une crise, parce que nous, on voit, on a plus de création d'entreprises en général en termes de crise économique. Pourquoi ? Parce que les gens, il y a moins d'emplois. Et du coup, on réfléchit aux alternatives. Et on a vécu avec son passé des problématiques qu'on peut résoudre. Donc là, maintenant, avec le plein emploi encore, quasiment, hein, et les crises, peut-être que ça ralentit un tout petit peu. Mais je considère que l'entrepreneuriat reste une alternative incroyable parce qu'il y a encore tellement de problèmes à résoudre. Et notamment des problèmes liés à l'impact qu'on peut avoir. Dans le cadre des fonctions du Genilem, de ce que tu expliquais avant, tu as parlé notamment du recrutement, tout ça, le fait de créer une équipe, la nécessité de créer une équipe. La question que je me posais, c'est que tu dois voir des gens finalement qui ont peut-être juste une vision, mais pas forcément l'expertise du domaine auquel ils s'intéressent, mais ils sentent qu'il y a peut-être quelque chose à développer. Pour toi, quelle est la nécessité vraiment pour l'entrepreneur ? À quel point il doit connaître le domaine en tout cas dans les premières étapes pour pour être capable de lancer un projet porteur durable. Pas simple comme question. On voit, il faut internaliser dans l'entreprise les éléments clés de son entreprise. Si on est une plateforme web, normalement, il faut avoir les développeurs en interne. Donc, il faut savoir faire. Maintenant, être dans le domaine, ce n'est pas nécessaire. Il faut avoir ressenti le besoin, il faut être capable de sentir ce besoin. Typiquement, là, on a comme alumni Non-Stop Gym, qui est maintenant, ils ont 25 fitness ouverts 24 heures sur 24. Les deux fondatrices étaient chez Procter & Gamble. Aucune connaissance du fitness. Elles ne venaient pas du monde du fitness du tout. Elles ont un très joli succès. 25 fitness, elles continuent à en ouvrir. Ce qui a fait leur différence, c'est qu'elles ont su analyser le marché, elles ont ressenti le besoin, elles ont bien fait un travail d'analyse de marché et de comparaison avec ce qui se passait à l'étranger. Elles étaient fortes dans cette analyse de marché. Donc, ce n'est pas forcément du domaine. Mais typiquement, prenons aussi Little Greenhouse, Barbara Lack, c'est un de nos alumni. Également, elle a 180 employés actuellement. Elle a 7 crèches, c'est des crèches, donc c'est très consommateur en employés. Elle travaillait chez Caterpillar comme ingénieure. Pas du tout domaine de crèche. Par contre, elle s'est très vite alliée à des gens qui étaient du domaine. C'est ça aussi la clé. C'est de connaître ses limites, de faire une bonne étude de marché. Et puis après, on prend des gens, alors surtout dans le monde de la crèche, où on ne peut pas faire évidemment n'importe quoi légalement, mais après, on prend des gens qui connaissent le domaine pour faire tourner. Mais la vision, elle peut être là sans être du domaine. Ouais, ça répond à ma question en fait. Je me demande, là, ce qu'on distingue en fait, c'est la connaissance du marché versus la connaissance du métier. Oui, et effectivement, exactement. C'est la connaissance du marché qui est essentielle pour l'entrepreneur. Oui. Okay. Mais il faut savoir faire le métier, ou quelqu'un dans l'équipe dirigeante doit savoir faire le métier quand il y a des choses clés à faire, et notamment programmer si on est sur une app ou sur une web app. D'accord. Il y a eu des exemples d'entreprises pour lesquelles tu étais super enthousiaste et qui ont au final pas fonctionné. Et évidemment, pas de nom. Mais et qu'est-ce qui a pas fonctionné dans ces cas ? Tu vois des patterns ? Oui, mais nous, on s'enthousiasme pour pratiquement tous les projets qu'on présente devant le comité de sélection. Parce que ils ont tous une différence, il y a tous des personnalités à la tête de ces entreprises qui sont des personnalités fortes, attachantes, qui ont envie d'être accompagnées, donc on a envie d'aider. Et il y en a qui ne marchent pas. Évidemment qu'il y en a qui ne marchent pas. Les facteurs qui ne fonctionnent pas, il y a plusieurs choses. Il y a, malheureusement, ça arrive assez souvent, problématique d'associés. Moi, je dis toujours, dans les cours qu'on peut donner d'entrepreneuriat, c'est si vous montez votre boîte à plus que 1, vous avez 100% de chance d'avoir un conflit d'associés, une fois.
Pas 90%, pas 80%, c'est 100%. Maintenant, ça peut être un petit conflit résolu devant une bière, comme on ne se parle plus que par l'intermédiaire d'avocats. Donc, le but, c'est d'anticiper. Donc, conflit d'associés, ça met dans le rouge beaucoup d'entreprises. Et puis après, c'est de ne pas trouver son marché. C'est-à-dire d'avoir identifié un premier marché qui n'était pas forcément le bon. Et quand il s'agit de pivoter, c'est de ne pas avoir les ressources pour le faire assez vite. Il y a une définition, c'est Steve Blank, sauf erreur, qui donne la définition de la start-up, qui est très intéressante, qui dit qu'une start-up est une organisation temporaire qui cherche un business model rentable ou viable avant d'arriver au bout de ses moyens. Voilà, tout est dit. C'est temporaire, on n'est pas une start-up toute sa vie. On doit trouver un business model qui fonctionne. Et des fois, celles qui s'arrêtent, c'est qu'elles n'ont pas trouvé le bon marché, elles n'ont pas trouvé le bon business model. Maintenant, peu importe de s'arrêter, le but c'est d'apprendre et de continuer. Puis là aussi, l'état d'esprit en Suisse est en train de changer, avec une acceptation d'avoir monté une ou deux boîtes, c'est plutôt un avantage qu'un problème si ces boîtes n'ont pas été au bout. Donc là, on est en train de modifier cette perception, et tant mieux. C'est une question que je voulais te poser justement. Comment tu vois rebondir ces personnes coachées en cas d'échec? Elles repartent sur un autre projet ou... Oui, souvent c'est ça. Ouais, j'ai deux, trois exemples, mais on peut parler et citer Alessandro Soldati, qui a monté une société un peu, je veux pas dire, ça s'appelait Chronodil, dans le type de Coca, QOQA.ch. Ça n'a pas fonctionné pour plein de raisons. Lui, c'est un entrepreneur talentueux. Et ben maintenant, il est à la tête d'une autre entreprise qu'il a montée de zéro. Dans le cadre d'un groupe, c'est de l'intrapreneuriat. Et ça marche extrêmement bien. Et il a beaucoup appris. Il a même écrit un livre, Les échecs de la réussite, qui sont assez excellents. De savoir ce qu'il a pu apprendre et ce qu'il a fait ensuite différemment. C'est ça le talent d'un bon entrepreneur. C'est d'apprendre de ses erreurs. Mais c'est intéressant parce que la définition de Steve Blank que tu disais, c'est une définition qui est très large et finalement, ça ne dit pas que c'est une entreprise. Non. Tu pourrais du coup définir un groupe qui travaille sur un projet en particulier au sein d'une grande entreprise comme étant une start-up. Ça pourrait. On peut. Structure temporaire qui cherche. Du coup, c'est quoi l'avantage de le faire en tant que nouvelle entreprise? Est-ce qu'il y a un avantage par rapport à le faire au sein d'un... Je suis employé de Procter & Gamble et je fais un nouveau produit. L'avantage, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que quand tu es dans un groupe, il y a des gens, il y a des entreprises qui permettent à leurs employés de travailler sur des projets soit plus personnels, soit du vrai intrapreneuriat. Un de nos nouveaux parrains, Roman d'énergie, un lab de l'innovation qui a pour objectif de pousser des projets internes à se développer. Pour en faire soit des business units, soit des nouveaux projets, des nouveaux produits, des choses comme ça. Donc il y a chez Procter, il y a très certainement. Maintenant, la problématique, c'est qu'on reste dans une structure. Donc il y a des superbes avantages parce qu'il y a une structure qui soutient, il y a souvent un salaire qui est là, donc il y a une certaine sécurité. Mais après, il y a un besoin de rentabilité peut-être plus rapide que si nous, on prend notre propre risque. Et puis, il y a des choses qu'une grande entreprise ne peut pas se permettre de faire ou de sortir. Un projet pas parfait ne sortirait pas de Procter. C'est impossible. Pour des raisons de santé, puis ça, évidemment, quand on est dans le medtech, le prototype qu'on essaye pour voir si ça tue des gens, ça fonctionne pas, puis ça devient gentiment illégal. Mais il y a l'image de marque qui empêche de tester plus facilement. Alors, il y a justement des labs d'innovation qui sont là pour encourager ça, puis pour dire, on peut le faire quand même. Testons, même avec le nom de l'entreprise, et ça, c'est les bonnes choses. Mais autrement, il y a une liberté qui est absolument incroyable. Puis il y a d'autres choses. Si je me permets une petite anecdote, on a du mentorat avec des employés de Procter & Gamble, et on met en relation nos entreprises accompagnées avec certains talents de chez Procter & Gamble. Et j'ai assisté à une de ces séances de coaching où, à la fin, je crois qu'on était avec le responsable web de Gillette pour toute l'Europe. Puis il était face à quelqu'un qui fait des cours de guitare en ligne, H-Guitar. Puis il lui disait, c'est extraordinaire, après 2 heures de coaching, c'est extraordinaire. Toi, demain matin, tu peux changer ton nom de site, tu peux faire un blog, tu peux tester, changer la couleur de ton site, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire du content marketing.
comme ça, il n'y a personne qui t'ennuie. Il me dit, moi, pour changer la tonalité de bleu, c'est 2 ans d'études, c'est quasiment des millions de francs sur toute l'Europe. Puis l'entrepreneur a dit, ben oui, moi, je peux faire ça, sauf que moi, j'ai 2000 francs de budget pour le faire. Puis la personne de Gillette a dit, ok, ouais, moi, j'ai 10 millions. Donc, en fait, c'est vraiment, et on est dans ça, il y a une flexibilité extraordinaire, mais une obligation de faire avec des moyens très, très limités. Mais finalement, dans l'économie, c'est quoi la valeur ajoutée des très très grosses entreprises au final? Qu'est-ce qui leur permet, qu'est-ce qu'elles peuvent faire qui est plus utile que ce que pourrait faire une PME? Ouais, c'est une bonne question, parce que j'aurais tendance Il y à a déjà dire, des mais freins rien. à l'innovation au niveau de la structure et du business model. Bah, je dirais qu'il y a des moyens et des acceptations de perte et des capacités à perdre de l'argent dans une grande entreprise ou à investir de l'argent qui n'est pas du tout la même. Donc, c'est-à-dire que c'est un avantage comme un désavantage. C'est-à-dire qu'elles peuvent persévérer dans quelque chose qui ne fonctionne pas, puis dire on va encore rajouter un petit quelque chose pour voir vraiment si ça ne fonctionne pas, alors qu'une entreprise, elle ferme et puis c'est fini. Moi, je pense que, et c'est pour ça qu'on a des PME aussi innovantes, c'est qu'il y a un vrai avantage à être plus petit pour être plus agile, mieux entendre son marché. Maintenant, dans les grandes entreprises, ce qu'elles font bien, c'est d'industrialiser les process, c'est de rendre accessibles des produits à un grand nombre, à coût raisonnable, c'est d'écouter le marché. Ils ont aussi de la capacité à écouter partout en même temps. Donc, dès qu'on veut être mondial, c'est assez intéressant d'avoir certaines ressources. Vous accompagnez des projets d'entrepreneuriat? On accompagne alors oui, mais là ça c'est des mandats. C'est des mandats et ça sort de l'objectif de l'association, puisque l'association, nous on offre notre coaching, puisqu'on a pour objectif de faire du développement économique notamment et diminuer le risque d'échec ou d'arrêt des entreprises. Quand il y a des entreprises qui viennent nous voir, des plus grandes entreprises, oui, mais ça devient des mandats. Donc ça, c'est différent, parce qu'autrement, on serait aussi dans une situation de concurrence déloyale. Oui, Par rapport à évidemment. à des consultants. Parce que les grandes entreprises, elles ont les moyens de se payer des consultants externes, ce que n'ont pas les startups. C'est tout l'objectif de Genilem. Cool. Si on revient au sujet de l'innovation silencieuse, donc tu mentionnais ces entreprises qui sont leaders, qui innovent sur le business model, etc. T'aurais des exemples de ça? Mais typiquement, là j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, qui était une entreprise qu'on avait été voir, Fisher Connectors. Avant de savoir ce qu'ils faisaient, je passe devant avec le train, je ne savais pas que c'était quasiment les leaders mondiaux pour la connectique. Et puis à côté, il y a une entreprise qui fait à peu près la même chose parce qu'ils sont issus des mêmes fondateurs, et à eux deux, ils ont la majorité du marché mondial de la connectique à haute valeur ajoutée, pour l'espace, pour l'armée, des choses comme ça. Donc c'est des innovations dans des domaines ultra spécifiques avec des leaders mondiaux pour des PME de quelques centaines de personnes. Et ça, on va regarder n'importe où. Dans le domaine de l'horlogerie, on peut parler de ça. Dans le domaine de la micromécanique, à la Vallée de Joux, dans le Jura, il y a des entreprises qui sont leaders sur des marchés de pièces de précision ou d'injections plastiques à ultra fines, dont jamais personne n'a entendu parler, mais qui sont sur un marché spécifique leaders. Donc c'est assez extraordinaire à découvrir ça. Et comment ces entreprises, elles font? Parce que de par leur structure, de par leur faible taille, elles ont, j'imagine, plus de difficultés à dégager des fonds à investir dans la recherche et le développement. Et puis en face, on a les grandes multinationales qui ont un porte-monnaie énorme, mais qui sont découragées d'investir dans le R&D de par leur mode de fonctionnement, une vision court-termiste qui est un petit peu conditionné par le fait de publier des résultats trimestriels, etc., rendre des comptes aux actionnaires. Mais comment ça se passe pour les PME en termes de R&D? Je pense qu'elles se focalisent. C'est-à-dire qu'elles décident que, naturellement, elles se spécialisent
Souvent, c'est des fournisseurs, hein. C'est pas des produits grand public, c'est des sous-traitants. Et ils voient que malgré le franc fort, malgré le prix de la main-d'œuvre, elles arrivent à s'en sortir parce qu'elles sont spécialisées, que tous les employés savent ce qu'ils font, que tous les employés sont force de proposition, d'innovation dans leur domaine. Et puis ça fonctionne comme ça. Après, de nouveau, je ne suis pas un spécialiste de la compétitivité des PME. Il y a des travaux qui se sont faits là-dessus. Mon sentiment, c'est que c'est une spécialisation à l'extrême. On se focalise sur ce qu'on sait faire, quitte à changer de domaine. Hier soir, à la remise du prix, il y en a qui étaient dans le domaine dentaire. Il a fait dans le domaine de l'urologie. Voilà. Parce qu'il s'est rendu compte que leur savoir-faire, il pouvait être utilisé dans d'autres domaines. Ça, il faut un peu de vision, il faut le sentir, et puis il faut oser. Et ça, c'est plus facile quand on a les rênes de l'entreprise complète que de devoir rendre des comptes en disant « mais pourquoi vous faites ça ?» Il faut encore faire une étude de marché pendant 3 ans. Donc, c'est plus rapide aussi. Okay. Et est-ce qu'il y a un biais auprès des entrepreneurs de vouloir faire des projets du coup, qui seraient potentiellement plus visibles, qui les fait ignorer ce genre d'opportunités ? Non, moi je ressens pas ça. Moi je sens même le biais du marché mondial, etc. On a beaucoup d'entrepreneurs qui ont déjà l'ambition d'être sur la Suisse romande, sur la Suisse. C'est déjà bien d'être visible ou d'être connu. Non, d'être des bons sous-traitants. C'est peut-être une culture très suisse. D'être des bons sous-traitants, c'est parfait. Tant qu'ils font bien leur job et qu'ils résolvent un vrai problème. Et est-ce que tu as des conseils maintenant pour les nouveaux entrepreneurs ou les gens qui considèrent se lancer, qui pensent peut-être se présenter à Genilem ? Alors déjà, c'est de ne pas hésiter à demander un diagnostic de projet. Les coachs, ils sont là pour ça. C'est 30-45 minutes de discussion avec un coach pour faire le point sur les prochaines étapes, les choses comme ça. C'est offert par le soutien des parrains. Donc, il faut vraiment il faut se lancer. Et puis, si c'est pour faire un tout petit peu pas de pub, mais c'est important aussi quand on a des hésitations, quand on ne sait pas trop. Nous, on a des formations, découverte de l'entrepreneuriat, des webinaires offerts ou une formation d'1 jour pour travailler sur son business plan. Ça, c'est le seul service payant. Mais rien que cette soirée de découverte ou ce webinaire de découverte de l'entrepreneuriat, maintenant qui se fait à midi, il ne faut pas hésiter à aller voir ça. Il faut aller dans des journées d'entrepreneuriat, rencontrer des gens, poser des questions sur ce que ça représente. En fait, il ne faut pas hésiter. Quand vous avez une idée qui vous semble bonne et que vous avez découvert un besoin qui est ressenti par plusieurs personnes, vous avez peut-être quelque chose. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler et pas qu'à ses proches qui ont un biais souvent trop positif. Ah, trop positif. Ou trop négatif. Oui, non, alors je vois. Oui, il y a la moitié des gens qui vont dire « Ah, c'est génial ton idée, c'est trop vas-y. risqué. » Ou l'autre qui va dire « Non, mais t'es bien employé là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas prendre ces risques ?» Ou par jalousie qui va dire « Mais c'est nul. » Il faut s'en méfier des gens comme ça. Mais... Donc, il faut aller parler à Genilem. Comment on fait ? On va sur votre site. Site internet. Rencontrer un coach, il y a un gros bouton jaune sur la homepage, solliciter un rendez-vous, il faut avoir une idée. Et il faut vouloir faire les choses un peu différemment, parce que nous, notre critère, ça reste l'innovation. Genilem, ça veut dire génération, innovation, lémanique. Donc, il faut de l'innovation. Mais de nouveau, tout type d'innovation est bienvenu. Et de toute façon, pour avoir du succès en entrepreneuriat, il faut innover. Puisque si vous faites exactement la même chose que les autres, vous n'aurez pas de point de différenciation. Donc, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut aller parler avec Genilem. Le lien sera quelque part. Genilem.ch, c'est pas dans la description. David, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir de discuter. Merci. Ça va ? Tu sais que ça enregistre toujours. Bah, tant mieux.